Et c'était dingue tout ce qu'il pouvait dire. Sauve-moi, aide-moi, papa il en veut plus. Entre le deuxième et le troisième jour, il me disait brûle-moi, tue-moi. Mon père il s'appelle. Il a 64 ans, originaire du Sri Lanka, tamoul. C'est quelqu'un qui est très investi dans ce qu'il fait, de très joyeux. Il aime bien discuter avec les gens. Il prend toujours le temps. Il dira jamais j'ai pas le temps. Beaucoup dans le partage, donc il avait comme métier la cuisine, qui était en restauration. Et puis avant ça, il était dans le ménage. Enfin, le ménage, c'était pas vraiment un choix, c'était plus parce que par nécessité, comme beaucoup dans la communauté. Jusqu'au jour où la retraite est arrivée, un peu moins d'1 an. Puis il y a eu ce moment de cette agression qui basculait toute sa vie entière. J'ai une relation très complice avec mon père. Souvent les gens ils nous disent s'il y a ton père, il y a toi, et s'il y a moi, il y a mon père. Tout le temps ensemble, partout où on va, dans tout ce qu'on fait, on est des copains. Et il avait fait en fait son premier voyage à ce moment-là en famille avec mes frères et sœurs. Moi, j'avais pas pu partir. Il était rentré, on n'a même pas eu le temps de discuter de son voyage. La seule chose qu'il nous avait dit, c'était trop bien. Ce jour-là, ils avaient décidé d'aller au marché de Sevran, acheter leurs fruits et leurs légumes comme d'habitude. Mon père, il avait garé sa voiture dans le parking de la ville de Sevran. Il y avait ma mère avec lui. Mon père, il est diabétique, donc il a souvent besoin d'uriner. Là, à ce moment-là, il a juste dit à ma mère « Avance, j'arrive ». Une phrase typique du quotidien s'est transformée en fait en manque de sécurité, parce que je pense que si ma mère, je lui en veux pas du tout et personne lui en veut, et même si elle s'en veut énormément, si ma mère, elle était avec mon père à ce moment-là, je sais pas si ça serait arrivé ou pas. Et il fermait sa voiture, donc il a même pas uriné, rien du tout. Il fait un pas en arrière pour se retourner. Là, il y a quelqu'un qui arrive soudainement, de face, mais très vite. Il lui met un coup derrière la tête, à l'épaule, plein de coups de pied dans les jambes. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de collier à la base, de l'extérieur on ne voyait pas. Mais il ouvre le pull et il voit une chaîne et il profite pour voler la chaîne. Sauf que dans cette chaîne, il y avait aussi, nous on est hindouistes de confession, donc on a cette corde qu'on porte souvent à la main, que mon père avait choisi de porter au niveau de son cou. Le collier était avec et il a arraché les deux. Ça, c'est une corde qui est incassable. Ça, c'est le genre de corde qu'on change 2 fois dans sa vie. Si ça s'use pas, c'est pas un truc qui va se casser tout seul. Et il a pris son premier choc à ce moment-là. Il se fait complètement jeter. La personne, elle part en courant. Et mon père s'était pas rendu compte de ce qui venait de se passer. Il regarde sous son pull, il n'y a plus la chaîne. Et son premier réflexe, c'était de se relever et de courir. Il a couru et puis très vite, il a perdu son agresseur. Il laisse tomber. En revenant vers la voiture, il recroise son agresseur qui marchait l'air de rien du tout, comme si c'était pas lui. Mon père, en le voyant, il a commencé à crier aux voleurs, aux voleurs. Les jeunes qui étaient dans le stade, il y avait un terrain de foot. Les foot sont tous venus vite. Ils ont vite rattrapé le jeune. Il l'attrape par la sacoche, il la retire, il la jette. Il l'attrape par le t-shirt, il retire son t-shirt. Il perd sa chaussure, il perd quasiment tout ce qu'il avait sur lui. Et à un moment, ils arrivent vraiment à le maîtriser. Et mon père, il arrive pendant que le jeune était maîtrisé. Et en fait, il attrape mon père à ce moment-là et il le fait chuter complètement. Et lui aussi, il chute. Mon père, il est complètement dans un chaos. Il bouge plus, il hurle, il dit qu'il a mal. Et en fait, tous les jeunes s'occupent de mon père et ils laissent partir l'agresseur. Il y a eu des passants, il y a eu plein de gens. Il y a quelqu'un qui a appelé les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Ils ont pris en charge mon père, mais sans lui demander ce qu'il avait eu. Et ça, c'est un truc pour moi qui est regrettable. Parce que si on avait eu cette partie-là, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Eux, dans leur rapport, a priori, c'était mentionné qu'il y a eu un accident de voiture. Je pense qu'il y a eu un appel téléphonique qui était basé là-dessus. Et les pompiers se sont basés dessus. Et au même moment, j'ai ma petite sœur qui a appelé mon père. Et là, c'est quelqu'un d'autre qui décroche et qui nous dit « Voilà ce qui s'est passé, venez ». Ma sœur, elle appelle ma mère. Elle lui dit où est-ce qu'il est. Parce qu'en fait, ma mère le cherchait déjà depuis un moment. Elle lui a juste dit « Papa, il est tombé, faut que tu ailles le rejoindre, il est avec les pompiers ». Mon père, il était déjà dans le camion des pompiers. Les pompiers étaient à l'intérieur. Ils ont dit à ma mère « Prenez les affaires de votre mari et on y va ». Et en fait, dans ces affaires-là, il y avait la sacoche de l'agresseur, les chaussures, le pull, la casquette. Il y avait tout ça. Mais en fait, les pompiers, comme ils se sont focalisés sur « prenez les affaires de votre mari », ma mère, elle a pris les affaires de mon père et elle est partie.
C'est arrivé à l'hôpital, que mon père il hurlait pendant tout le trajet, qu'elle sait ce qui s'est passé. J'avais fini ma journée de travail, j'étais dans le RERB, je reçois l'appel de ma sœur. Je décroche et elle est en train de pleurer. Je lui dis pourquoi tu pleures? Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et je suis à la maison. Je vais aller à l'hôpital. Et je lui dis mais pourquoi? C'est pas moi, c'est papa. Papa il bouge plus. Moi, j'étais dans mon RERB, je me montre qu'il s'arrête complètement. Je me dis, putain, mon père encore, parce que c'est pas sa première agression, c'est sa troisième. Je lui dis, j'arrive. Là, ça doit être grave, à mon avis. J'arrive dans l'hôpital, je vois ma mère qui est assise complètement dépitée. Il y avait mon autre sœur et ma petite sœur. Je vois les visages, je me dis, on est en deuil ou qu'est-ce qui se passe en fait? Il m'explique qu'il y a eu une agression, il a été maltraité complètement. Encore une fois, c'est une histoire de chaînes, de bijoux. C'est que c'est une personne... Pour lui, c'était mon père, c'était une personne parmi d'autres. Mon père, il a été agressé 3 fois. La première fois, c'était à Sarcelles. Parti, je voir son médecin. Pareil, il n'est plus jamais rentré. On essayait de le joindre, on tombe sur la messagerie. Le soir, j'ai l'appel de l'hôpital Pontoise, je crois, qui nous appelle et qui nous disent on a récupéré votre père, il s'est passé, il y a eu une agression. Est-ce que vous pouvez venir le récupérer? Il était tout seul, il s'est fait agresser, ils l'ont laissé pour mort. Ils ont récupéré ses documents, ils ont créé un business dans le black. Ils ont acheté des armes avec. Ça nous a mis beaucoup dans la merde. Il y a eu beaucoup d'histoires derrière par rapport à ça. La deuxième agression, c'était dans le RER. Et la troisième, là, c'est celle-ci. Et c'est la communauté, c'est toujours pareil. Et je vais vous dire un truc. Dans mon post Instagram que j'ai fait, plusieurs personnes qui ont indiqué qu'on était visés de Sud-Asiatiques, des I, parce qu'on est ciblés, on est des personnes qui avons des choses. Et au-delà de ça, moi, c'est ça qui m'a marqué. Les têtes de victimes, vous faites rien derrière, et donc du coup, vous êtes la cible parfaite. Ça fait mal. Moi, je fais ça, derrière, j'ai la trace. Donc imaginez sur le coup. Il a été emmené aux urgences. Il faut savoir qu'on s'est battu pour entrer à l'intérieur. Les personnes majeures n'ont pas besoin d'accompagnateur, mais il faut savoir qu'il avait la barrière de la langue. Donc il parle le français, mais quand on va chez le médecin, on doit s'assurer qu'on comprend bien ce que le médecin dit. Surtout dans un contexte comme ça, on ne laisse pas la personne tout seul. S'assurer qu'il était pris en charge. Il y a eu une radio qui avait été faite. Ils sont arrivés et ils nous ont dit tout va bien, il n'y a pas de casse. Donc on avait demandé de pousser l'examen et d'aller chercher s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Ils ont fait une échographie. Sur l'échographie, on ne voit pas de problème non plus. On avait demandé de faire un IRM et on nous disait non, les IRM c'est pour les cas graves. Mon père il restait 72 heures, les 72 heures c'était de l'hurlement. Souffrance, il bougeait plus du tout et c'était dingue tout ce qu'il pouvait dire. Sauve-moi, aide-moi, papa il en veut plus. Entre le deuxième et le troisième jour, il me disait brûle-moi, tue-moi. C'est moi qui suis restée les 3 jours, jour et nuit. Jamais consommé de drogue, mais ce moment-là, j'avais l'impression que j'étais sous drogue. À manger, pas un verre d'eau. Personne pour me demander, mis à part ma mère, qui m'appelait et qui me ramenait quelque chose. Mon père, il boit rien, il mange rien. Il n'avait pas le droit de manger, il n'avait pas le droit de boire, mais surtout personne ne nous demandait. Ce moment-là, je l'ai vécu comme de la dénigrance, de l'abandon, du rejet. On était vraiment mis à l'écart. Et à un moment, ils viennent nous annoncer au bout de 2 jours que mon père il a un problème psychologique et que c'est dans sa tête lié au traumatisme de l'agression qu'il a vécue. Ils nous ont dit on n'a jamais vu un patient comme ça. Je me rappelle, il y avait une infirmière, un médecin. Ça fait 20 ans que j'exerce ici. Ça fait 6 ans que je suis infirmière. On a vérifié l'échographie, on a vérifié la radio, on a fait le nécessaire. On a subi, on est passé par tellement de choses que là, si on est dans quelque chose du drama, du théâtre, je saurais le reconnaître. Et mon père ne demande pas de l'aide, c'est celui qui aide, pas celui qui reçoit l'aide. On n'avait rien pour le soulager. Rien pour nous écouter. On a carrément été mis sur le côté. On a pris notre brancard, mon père il faisait trop de bruit, ils nous ont emmenés dans un autre couloir où il y avait moins de passages. Ils l'ont laissé carrément là-bas. Une infirmière qui m'a marquée, dans le sens négatif. Ça fait 2 jours que mon père il est ici. Mon père il n'a pas fait pipi. C'est quelqu'un de diabétique. Il va uriner très régulièrement, tous les 2 heures quasiment. Il me dit qu'il a mal. Il a une sensation de douleur au niveau des reins. Et je lui dis, je crois qu'il y a la vessie qui doit être pleine. Elle me dit que c'est pas son problème. Je lui dis, est-ce que vous pouvez me poser au moins un pistolet, comme ça? Le pistolet, c'est l'urinoir, hein. C'est la seule chose que j'ai demandé. Elle m'a dit, non, c'est pas mon travail. Je ne fais pas ça. Donc je lui demande qui fait ça, et elle me dit, c'est à la famille de le faire. Et quand je lui dis, nous à l'entrée, on nous a dit que normalement la famille elle rentre pas. On s'est débattu pour entrer à l'intérieur. Et là, vous me tenez le discours de c'est à la famille de le faire. Donc il y avait un médecin ou un jeune interne qui était à côté, qui voit ma détresse, met ses gants, il me dit « je vais le faire ». Et elle attrape sa main, elle lui dit « non,
c'est pas à toi de le faire. Je lui dis pas de problème, donnez-moi le pistolet. Elle me dit d'accord. Elle continue de parler, à raconter sa vie. Elle était avec son téléphone en train de raconter sa vie. Elle commence à parler. Je lui dis non madame, vous voulez pas le faire, moi je vais le faire, mais c'est maintenant. Ça lui a pas plu que je lui parle comme ça. Elle m'a fait intervenir une équipe, etc. Je lui dis c'est pas mon problème. Si vous le faites pas, moi je suis là pour m'occuper de mon père. Moi je vais m'occuper de mon père. Il me disait fais pas ça, ne le fais pas, ne le fais pas. Je lui dis papa, ils veulent pas s'occuper de toi, moi je vais m'occuper de toi. Je suis pas là pour te voir partir en fait. Il en pleurait. Il y a le traumatisme du vol, de l'agression, et il y a le traumatisme de l'hôpital et de l'équipe paramédicale et médicale. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je suis venue vous voir parce que j'ai pas le choix. Et moi, ce qu'ils m'ont répondu, ils m'ont dit, si vous n'êtes pas contente, vous partez. Mon père, il était laissé dans un couloir. Le box à côté, ils sont en train de rigoler. Ils sont en train de se raconter les vacances, mais avec un niveau de sonore tellement élevé. Et tu as d'autres patients dans le couloir qui réclament de l'aide pour être sauvés. Et quand on va les solliciter, ils nous font comprendre qu'on les dérange. Moi, l'hôpital, c'est parce que j'étais en train de taper un scandale qu'à un moment, il y a un médecin qui m'arrête et qui me dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je lui dis « Ça fait 3 jours que je suis là. Mon père, il bouge plus. Mais on me dit qu'il a rien. Ah, mais le dossier, il m'a pas été présenté comme ça. » Comment ça? Ça a été présenté comment? Ça fait 3 jours que je suis là. Il me dit, pour moi, c'était plus orienté sur la partie psychologie. Donc, comme on m'a pas parlé de l'examen clinique, etc., donc elle s'énerve aussi de son côté, mais plus par rapport à l'équipe médicale. Mais moi, je suis la patiente, je suis pas là pour entendre, vous, ce qui se passe en interne. Donc, elle me dit, je vais prendre 5 minutes pour faire un examen clinique. Elle prend 1 minute et elle me dit, là, il y a un problème. Et là, l'IRM n'était pas encore fait. Il n'y avait que l'échographie qui était faite. Elle me dit, là, il y a un problème, la moelle épinière, elle saigne. Il y a une hémorragie et c'est ça qui fait ça. Tétraplégie évolutive, donc il est resté tétraplégique pendant 5 mois, complètement, sans bouger aucun de ses membres. Franchement, il y a une fatigue physique, mais émotionnelle. Il a ses baisses d'énergie. Nous, on ne peut pas se laisser aller. Donc on se met à son niveau et on le rebooste. Mais ça veut dire qu'on donne de notre énergie, on donne tout ce qu'on a pour le faire sourire. On ne pleure pas devant lui. On fait que de rire devant lui. Et parce que lui, il pleure. Quotidiennement, il pleure. Il va beaucoup mieux qu'au début. Je ne vais pas dire le contraire. Mais ce n'est pas l'homme d'avant. Il faut l'aider pour se lever. Il faut l'aider pour aller aux toilettes. Il faut l'aider pour manger. Il faut l'aider pour les petits mouvements. Il faut rester à côté de lui. Il le demande tous les jours. Il dit qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et à chaque fois, c'est à cause de moi, vous êtes en difficulté. Je ne peux pas vous aider. En fait, indirectement, ce qu'il dit, c'est que je ne peux plus tenir mon rôle de papa, en fait. Je me rappelle le jour de mon anniversaire, je suis partie voir mon père, il était hospitalisé, et je suis partie avec une fleur dans les mains, parce que je sais qu'il n'a pas la notion du temps. J'étais partie avec une fleur dans les mains, et je lui dis « Papa, aujourd'hui, c'est mon anniversaire ». Et je l'ai vu baisser sa tête, ses yeux, et il me dit « Je suis désolée, je me rappelle plus ». Je savais plus. Et nous, on est tous nés en été et c'était pareil pour tout le monde. Aujourd'hui, si on tient une conversation avec lui, il va se concentrer sur ce qu'il a à dire maintenant, mais il va pas rentrer dans des choses compliquées parce que ça lui demande beaucoup d'énergie. Il est fatigué tout le temps et il dort beaucoup. Il a des gros traitements. La morphine, les doses de morphine qu'il avait, elles sont incroyables. C'est un lit spécialisé, c'est un lit médicalisé, mais il est resté 9 mois hospitalisé. Moi, je me rappelle, c'est moi qui l'ai ramené à la maison la première fois où il a eu une autorisation de sortie, parce que la sortie, elle ne s'est pas faite immédiatement. Il y a eu des tests, des phases de on le laisse 1 heure chez vous, on vous laisse 1 jour, on vous laisse 2 jours. Ni lui ne savait comment il allait s'en sortir, ni nous. Je me suis dit, mais comment on va faire? La maison, elle n'est pas adaptée. On a un ascenseur. J'ai fait la bêtise de ramener le fauteuil et de le mettre dans l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il y a un miroir. Et du coup, il s'est retrouvé pour la première fois face au miroir. Il a perdu 25 kilos. Donc du coup, il s'est vu, il a commencé à pleurer. Et je me suis dit, oh putain, j'ai fait une erreur. Et après réflexion, je me suis dit, il faut briser la glace. Donc il a gardé ce souvenir de lui debout, heureux, bronzé, etc. Et là, il se voit complètement creusé, les grosses cernes, la barbe, on parle de plusieurs mois là, donc du coup la barbe, les cheveux blancs, il n'avait pas de cheveux blancs, il en avait très peu en tout cas. Et pour l'agresseur, en fait, au début, on n'avait pas de témoin. L'appel n'était pas en notre faveur, les pompiers n'ont pas pris les affaires
pour justifier ce qui s'était passé, etc. Parce qu'on aurait eu ça, on n'en serait pas là aujourd'hui. Tout ça a fait qu'on a perdu tous les témoins et toutes les pièces qui nous auraient permis de prouver tout ça. Il n'y avait pas de caméra, de vidéo de surveillance sur les lieux. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est complètement fou, parce que Sevran, c'est pas la ville la plus en sécurité en France, et encore moins en Île-de-France. C'est un parking et un lieu, un coin où il y a des agressions très fréquentes, et pas de caméra. Pour moi, c'est une erreur très grave de la ville, ça. Les policiers m'ont dit que ça allait être compliqué, mais qu'ils exploitaient au maximum tous les éléments qu'ils avaient, mais ils n'avaient pas grand-chose non plus. Ils avaient juste une vidéo où on voyait le passage et on voyait du coup cette personne-là, l'agresseur, identifié avec cette vidéo-là et les descriptions de mon père. Et moi, quand on commençait à me faire comprendre que ça allait peut-être être compliqué à retrouver l'agresseur, je me suis dit, écoute, moi aussi je vais bosser. Et du coup, j'avais fait un post Instagram, une vie qui bascule, une vie qui a basculé. Franchement, au début, j'avais pas envie que ça se sache. On parle d'honte quand même. Quelque part, on se dit encore la communauté qui est visée. On est tellement vus comme des victimes, et ça depuis notre enfance. Je raconte ce qui s'est passé, mais sans rentrer dans les détails. Mon père a été agressé, il est devenu tétraplégique. Je recherche les jeunes qui l'ont aidé du terrain de foot de Sevran. Je supplie clairement, je suis à un stade où je supplie les gens en disant « aidez-nous ». Parce que j'ai besoin de retrouver la personne. Parce qu'on a besoin d'une justice. Aller en prison, c'est pas être tétraplégique et être dépendant. Parce qu'aujourd'hui, on est dépendant. Hein. Mon père est dépendant de quelqu'un à chaque fois. Et nous aussi indirectement, parce que on a toujours besoin d'être là, présent pour lui. On est dépendant du système. Parce que tout ça, c'est des frais. Tout ça, c'est une nouvelle vie. C'est psychologique, c'est financier, c'est tout ça. Suite à ce poste-là, quelqu'un a témoigné en appel anonyme. Je ne sais pas ce qui s'est dit, je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas c'est qui la personne, mais j'ai eu un témoignage en appel anonyme qui nous a aidés. Si la personne nous entend, franchement, je la remercie infiniment, parce que ça a beaucoup aidé pour pas que notre dossier soit clôturé. Et donc, en fait, ça avait permis aux policiers de mettre la main sur l'individu. 15 jours après l'agression de mon père, un autre individu se fait agresser aussi à son tour. Pour le coup, même origine que nous, Sri Lankais. Tamoul, il porte une chaîne et il se fait dérober sa chaîne. Lui, ça se passe sur une station de service sur Blainmilly. Il y avait l'agresseur, son petit frère et les deux femmes de ces deux messieurs-là. Ils étaient à 4 et ils agressent ce monsieur-là en lui disant « On n'a plus d'essence, est-ce que vous pouvez nous mettre de l'essence ?» Ils n'avaient pas d'argent pour leur faire, mais par contre, si eux, ils ont de l'espèce, qu'ils aillent dans une autre station de service. En fait, ils faisaient le mouvement de dire vers là-bas, et à ce moment-là, il se fait pareil, coup de tête, etc., etc. Ils lui arrachent la chaîne, et ils montent dans leur voiture, et ils partent. Par contre, ils ont oublié que ça se passait dans une station de service. C'était filmé. Il y a une perquisition qui est faite à domicile, ils emmènent tout le monde, les deux frères, les deux femmes, la maman, ils emmènent tout le monde. Ils ont retrouvé un sac entier avec des bijoux, des liasses d'argent. C'est des gens qui ont vraiment l'habitude de faire ça. Ils ont été déjà jugés pour X raisons, conduite sans permis, vol, vente de stupes. Dans ça se rajoute notre affaire. Donc il se fait juger. Un soir, 20h, on m'appelle, on me dit « Bonjour madame », c'était le commissariat, qui m'explique, qui me dit les choses clairement. On a retrouvé votre agresseur et il faudrait vous présenter demain matin au tribunal. C'est lui qui me raconte ça en fait. Il me raconte qu'il y a eu mon père, mais il y a aussi la deuxième affaire et que les deux affaires vont être jugées ensemble. Je me suis présentée le lendemain au procès. Mais le procès, en fait, les deux agresseurs ont décidé de faire un renvoi de l'affaire. Et donc l'affaire n'avait pas été jugée et elle a été jugée en janvier. Donc l'agresseur a été reconnu coupable du vol, mais l'agression n'a pas été jugée. Ils n'avaient pas assez d'éléments pour prouver que l'état de mon père est en lien avec l'agression. Dans les deux affaires, le vol il a été reconnu, mais l'agression elle n'a pas été reconnue parce qu'ils n'avaient pas assez d'éléments. Et en plus de ça, il y a un autre point, c'est que mon père il a couru derrière son agresseur. À partir du moment où la victime elle court derrière son agresseur, les rôles s'inversent. Ça veut dire que mon père devient agresseur et que lui devient la victime. C'est qu'étant donné qu'il y avait énormément de monde, qui est le vrai responsable? Enfin, les deux affaires ont été jugées en même temps. Donc c'est une conséquence pour deux dossiers et 2 ans pour l'agresseur en commun et 10 mois pour le deuxième. Aujourd'hui, il n'a pas de conséquence sur le fait qu'il est devenu tétraplégique. C'était 2 ans ferme. Le jugement c'était en janvier. Non, on est mois d'avril. S'ils ont fait appel ou pas, ça je sais pas.
Là, il y a eu un autre tribunal, c'est pour la partie indemnisation. Mais là, on sera que sur la partie vol. Et on est en train de faire le nécessaire pour que l'état de mon père soit reconnu. Je suis contente qu'il a été retrouvé, contente qu'il ait pris au moins les 2 ans, mais c'est quand même 2 ans avec une deuxième affaire. J'ai au moins le minimum. Mais je me dis que la justice, elle n'est pas encore terminée. Dans le sens où il y a le deuxième tribunal et que même s'il ne part pas en prison pour faire plus de temps comme il devrait le faire, et ben peut-être qu'en étant reconnu victime intégrale sur la partie indemnisation, il comprendra. Si cette personne, elle n'aurait pas croisé mon père, il n'en serait pas là. C'est des conséquences d'un point de départ. Et le point de départ, c'est l'agression. Que la justice, ça fasse son travail. Si dans ma maison, il y a eu 3 agressions, dans les autres maisons, c'est quoi? Pourquoi en France, c'est aussi simple d'agresser des gens et de s'en sortir avec 1 an, 2 ans de prison? Sans être médiatisé, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Cet appel à témoins, si je ne l'aurais pas fait, j'aurais pas eu cet appel anonyme et j'aurais peut-être pas eu le lien avec cette deuxième affaire et tout ce qui en a découlé. Notre deuxième avocate, elle a fait le lien avec le Parisien, en tout cas nous a mis en relation. Le Parisien est venu à notre procès, ils ont vécu comme nous ce jugement-là. Ça a été publié sur le Parisien. Pour moi, quelque part, c'était un soulagement. Pour moi, c'est avoir des voix supplémentaires qui m'entendent dans ma souffrance. Je parle en mon nom, mais il n'y a pas que moi, il y a ma mère dedans, il y a mes frères et sœurs. Que ça soit écrit publiquement, que ça soit lu par beaucoup de gens, je me dis, peut-être que quelque part quelqu'un nous entend, nous voit, nous comprend, et peut-être que quelque part il y a quelque chose qui va bouger. Parce que mon combat actuel, c'est pas le combat uniquement de sortir mon père de cette affaire-là, et je veux sortir mon père de là, mais je veux aussi que la prochaine victime, les prochaines victimes, elles parlent. Qu'elles fassent le nécessaire aussi pour sauver les leurs et les prochains. Il faut que maintenant les gens y parlent. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut se protéger les uns les autres et il faut protéger les prochains. Si nous aujourd'hui, dans notre époque, c'est comme ça, comment ça sera dans les années qui vont suivre ?